Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Depuis mardi à Kampala, plusieurs dizaines de dirigeants venus des quatre coins du monde sont en conclave, réunis pour le 19e sommet du mouvement des non-alignés, placé sous le thème renforcer la coopération et les instruments pour une prospérité mondiale partagée. Créé en 1961 dans le sillage de la décolonisation et réuni quelques 120 pays, devenant ainsi une des organisations qui compte le plus de pays membres après les Nations Unies. Comptant notamment la plupart des pays africains, 39 pays d'Asie, 26 pays d'Amérique latine et des Caraïbes et 2 pays d'Europe, en plus des membres observateurs à l'instar de l'ONU et de la Palestine. Dans les années 70, l'organisation, portée par ses figures de pro, à l'instar du président algérien Houari Boumediene, de l'égyptien Gamal Abdel Nasser, de l'Indien Jawaharlal Nehru ou encore du Yougoslave Tito, devient la voix des sans-voix en mettant en avant les indépendances nationales, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité des pays membres dans leur lutte contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, la ségrégation, le racisme et toute forme d'agression étrangère, d'occupation, de domination, d'ingérence ou d'hégémonie de la part des grandes puissances de l'époque, tout en insistant sur la solidarité des peuples du tiers-monde unis dans un destin et un avenir commun. Après des années de gloire, l'organisation devra faire face à la déstabilisation de certains de ses pays membres qui a suivi la chute de l'URSS. Si en Occident, on a depuis longtemps affirmé que le mouvement est en mort cérébrale, dans les pays du tiers-monde, l'aura de ces figures continue à galvaniser la jeunesse qui rêve d'un monde plus équilibré et aspire à lui donner un nouveau souffle, en particulier à la lumière des grands bouleversements mondiaux et des risques d'un conflit globalisé, de plus en plus grandissant et de plus en plus menaçant sur la planète. Madame, Monsieur, vous l'aurez compris, il s'agira pour nous ce soir de nous pencher sur le mouvement des non-alignés, dans son passé, mais aussi son présent et surtout son avenir et les perspectives qui s'offrent à lui. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Bedis Renissa, expert des questions internationales. Bonsoir Bedis, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. De Gamel Abinan, habitué de Cap sur l'Afrique et observateur des questions internationales. Bonsoir Gamel. Bonsoir Tina, bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais aussi d'un autre habitué de Cap sur l'Afrique, Prince Koya, expert ou spécialiste des questions africaines. Bonsoir Prince, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, plaisir partagé. Très bien, bonsoir messieurs. Alors avant de rentrer dans le débat, mais surtout de voir les perspectives qui s'offrent pour le mouvement des non-alignés, il me semble qu'un point pédagogique s'impose à nous, et comme aussi c'est l'habitude de Cap sur l'Afrique. Je commence avec vous, Gamel Abina, et on revient sur l'histoire du mouvement. Est-ce que vous pouvez nous replonger dans le contexte historique dans lequel a été créé le mouvement des non-alignés ? La création de ce mouvement fait suite d'abord à la création d'un autre mouvement de fait, puisque ça n'a pas été une organisation voulue, à savoir la fracture entre l'Est et l'Ouest, entre le monde capitaliste emmené par les États-Unis, grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, et le monde communiste emmené par effectivement la Russie, donc l'Union soviétique, qui est lui le grand vainqueur de la guerre, mais sur le terrain européen, pas en termes économiques. Et donc il y a cette rupture qui s'est faite très rapidement, juste après la guerre en 45-46, et puis on a vu émerger des pays du Sud qui commençaient déjà à se décoloniser et qui se sont rendus compte de cette bipolarité qui imposait un choix de deux camps, soit le camp capitaliste donc occidental, ou soit le camp avec d'ailleurs des anciennes puissances ou des puissances coloniales, ou soit le camp soviétique qui s'inscrivait plutôt dans une démarche décoloniale. Et c'est vrai que cette idée de se dire de choisir entre l'un et l'autre, deux modèles économiques, deux systèmes d'idéologie complètement opposés, deux grandes puissances, il ne faut jamais perdre de vue que c'était des grandes puissances nucléaires, militaires et puis surtout des puissances hégémoniques, eh bien les non-alignés sont nés à la suite de rencontres de trois grands leaders qui ne s'inscrivaient pas dans ce débat-là, à savoir Nasser évidemment, qui était déjà dans une démarche décoloniale, qui était très panarabiste, qui voulait l'unification du monde arabe et la libération de l'Afrique. Évidemment Tito, qui ne s'inscrivait pas dans le soviétisme et qui n'était pas membre du pacte de l'Union soviétique, pour être très précis, et qui avait une sorte de soviétisme, enfin de socialisme plutôt, singulier avec l'autogestion. Et bien sûr Nehru, un grand leader indien. Ces trois hommes se sont rencontrés en Yougoslavie et ont commencé à faire naître l'idée d'un monde
monde non alignés, qui ne seraient pas alignés sur le clan américain ou russe, en l'occurrence, sur deux systèmes qu'ils opposaient, et qui auraient d'ailleurs obligé les pays du Sud qui étaient faibles à devoir choisir un camp et à devoir subir des guerres par proxy. Donc cette démarche s'est faite au fur et à mesure, c'est une démarche politique qui s'est inscrite après une conférence à Bandung que tout le monde a retenue, une grande conférence importante. Et le 1er septembre 61 va naître effectivement ce mouvement qu'on va appeler le mouvement des non-alignés, qui compte aujourd'hui 120 pays. C'est une des plus principales organisations multinationales et qui s'inscrit essentiellement dans des pays plutôt pauvres, en général au démarrage, c'est plus le cas aujourd'hui, des pays du Sud, des pays nouvellement décolonisés et des pays qui luttent contre effectivement l'idéologie impérialiste coloniale. Très bien, Badis Renessa, à la lumière de ce que vient de nous dire Gamel Abina, qui nous a replacé dans le contexte géopolitique ou dans le contexte mondial de l'époque, à votre avis, quels ont été, ou est-ce que vous pouvez aussi là nous éclairer sur les enjeux fondateurs ou sur les principes fondateurs de ce mouvement? Comme ça vient d'être dit par Gamal, effectivement, à juste titre, il faut contextualiser l'émergence de ce mouvement, un mouvement qui est né dans un contexte mondial scindé en deux, donc le bloc Est et le bloc Ouest, un duopole entre deux grandes puissances. Et d'ailleurs, le principe même des non-alignés, d'ailleurs, qui était l'idée, le concept défendu par le Premier ministre indien Nehru, c'était pour comme affirmer effectivement ce principe de neutralisme, la neutralité de ce mouvement pour ne pas prendre part ni à l'Est, ni à l'axe de l'Est, ou ni à l'axe de l'Ouest. Donc, une certaine indépendance qui je dirais, formalisée dans un premier temps, effectivement, ça a été évoqué, donc la conférence de Bandung, qui a été pour moi, qui a marqué un état d'esprit à partir de ce point-là, mais qui a été aussi suivi par d'autres déclarations, comme la déclaration de la Havane, qui, elle, je dirais, a beaucoup plus structuré et formalisé non seulement la vision du mouvement non aligné, mais surtout aussi les principes fondamentaux, le leitmotiv qui a fait que ce mouvement voit le jour, à savoir effectivement lutter contre les ségrégations, les apartheids, toutes les ingérences, justement, sortir du joug effectivement des grandes puissances. D'ailleurs, à ce jour, c'est une question d'actualité, mais aussi de défendre les sans-voix, porter la voix des sans-voix et aussi jouer ou peser de son poids dans l'équation, dans l'échiquier international, à savoir défendre, je dirais, lutter contre la colonisation, le néocolonialisme, tout, en tout cas, les principes condescendants, je dirais, qui ont été perçus comme condescendantes vis-à-vis de pays émergents qui ne demandaient qu'une justice et une équité mondiale, à savoir tant pour le développement que pour aussi la place dans l'échiquier politique mondial qui ont été exclus à ce jour. Donc ce mouvement, effectivement, vient dans le sillage de toutes ces souffrances, je dirais, subies par plusieurs États. Et ce n'est pas un secret qu'aujourd'hui, ce mouvement représente quasi 55% de la population mondiale. C'est un mouvement aussi qui représente des 2/3 des États des Nations Unies. Donc c'est pour dire qu'effectivement, il y a un appel d'air qui était animé davantage aujourd'hui par une espèce de déception, en tout cas sur l'échiquier international, de ces États qui ont voulu, encore une fois, sortir du joug des grandes puissances pour dessiner un avenir global, le Sud global peut-être aussi, on pourra évoquer beaucoup plus tard dans le détail, et surtout prendre leur destin en main et dans un élan effectivement de projets communs et surtout de vision et de perspectives élargies. Prince, je viens vers vous à la lumière et surtout je rebondis sur ce que vient de nous dire Badis Renessa en parlant justement du Sud globalisé et des tentatives du Sud globalisé de s'organiser face à des puissances qui veulent le happer pour le maintien de l'hégémonie internationale ou pour leurs intérêts. Est-ce que vous pensez que ce mouvement-là, le mouvement des non-alignés en 1961, a été la création ou une première tentative d'un Sud qui s'organise pour un avenir meilleur ? Oui, on peut dire effectivement que ce mouvement des non-alignés est un premier pas, effectivement, pour l'affirmation donc de la souveraineté des pays décolonisés pour la plupart. Alors, il faut rappeler donc qu'avec cette conférence de Bandung qui a eu lieu en 1955 et par la suite l'affirmation de l'Organisation internationale des pays non alignés en 1961, c'est l'affirmation d'une voie alternative à la voie des deux blocs, c'est le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc effectivement, ces pays-là, au sein de cette organisation, se sont évertués à affirmer leur souveraineté, leur indépendance, leur rejet
de tout ce qui est ingérence politique étrangère, de tout ce qui est ingérence hégémonique, mais à côté également, il y a la dimension économique qui a été brandie. D'ailleurs, à la déclaration d'Alger, à la conférence d'Alger en 1973, le président Ouari Boumedienne avait évoqué donc le nouvel ordre économique mondial qui serait basé sur la prise en compte des besoins économiques des pays qui sont non alignés, donc des pays décolonisés. Il avait demandé également aussi un refus de ce qu'on appelait autrefois le consensus de Washington, l'ingérence des institutions financières internationales dans la vie des pays africains et plus généralement dans la vie des pays non alignés. Et donc, c'est un mouvement, effectivement, qui va susciter des vocations plus tard, même si c'est un ensemble quand même hétérogène, avec des intérêts divergents, même à l'intérieur quand même de chacun de ces pays. On a quand même pu voir que ce mouvement a propulsé d'autres mouvements, comme le G77 à la GNU. On a aussi vu que ce mouvement donc, va susciter des vocations plus tard, avec les BRICS, bien aujourd'hui, avec 2 membres finalement des pays non alignés qui font partie aujourd'hui des 5 pays membres des BRICS. Donc effectivement, on a un mouvement qui est précurseur finalement du réveil de ce Sud global aujourd'hui. Très bien. Gamel Abina, justement, comme vient de le dire Prince Koya, chaque pays a ses caractéristiques au sein de cette organisation. En même temps, il y a 120 pays qui sont membres des non-alignés. Est-ce que vous pouvez là aussi nous remettre dans un contexte géopolitique et nous donner les caractéristiques de certains de ces pays? Est-ce que ces caractéristiques sont toujours les mêmes depuis la création en 1961 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que les enjeux et les caractéristiques de ces pays sont les mêmes? Non, du tout, parce qu'au départ, quand il y a ce mouvement de non-aligné, c'est les pays essentiellement pauvres du Sud qui dépendent complètement des industries du Nord, qui dépendent du commerce avec le Nord, qui dépendent d'une relation, et ça a été dit à l'instant par rapport à ce qui a été dit par Ouari Boumedienne, d'un néocolonialisme économique, c'est-à-dire que les chaînes du colonialisme restaient présentes puisqu'il y avait toujours cette liaison directe des industriels du Nord qui vendaient effectivement du matériel manufacturé au Sud et qui achetaient des matières premières. Ça, c'était le démarrage de pays très pauvres qui sortaient effectivement de guerres coloniales violentes, tout simplement, qui avaient été épuisées par une spoliation permanente qui a duré quand même 4 siècles. Ensuite, entre-temps, il se passe quoi? Des pays ont commencé à avoir une certaine essence financière, un décollage économique qu'on observe surtout avec la Chine à partir de Deng Xiaoping en 80. D'autres pays ont plus ou moins de la réussite. Bon, les Russes, on les met de côté puisqu'ils sont effectivement le bloc de l'Est. Et à partir d'une certaine période, on se rend bien compte qu'il y a vraiment un déphasage entre l'Asie particulièrement, où les pays se développent assez rapidement malgré tout, et l'Afrique, où les pays malheureusement restent encore, parce que la proximité avec l'Europe, sous le joug néocolonial occidental. Et ce qui se passe, c'est que des pays qui ont commencé à émerger puissamment, comme la Chine aujourd'hui ou l'Inde, sont des pays qui deviennent des locomotives effectivement des BRICS, ça a été dit, mais pas seulement, qui ont les capacités de pouvoir répondre économiquement à ce néocolonialisme qui avait été, dans la conférence de la Havane en 79, montré du doigt. Parce qu'il faut se rappeler que, au départ, Bandung, c'est d'abord une posture politique avant d'être une posture économique. On n'aborde pas les questions économiques. On fait en sorte de ne pas être aligné sur 2 idéologies qui s'opposent, qui sont effectivement militaires et économiques, mais on ne s'aligne pas sur l'idée, par exemple, on ne rejette pas le socialisme totalement, on ne rejette pas quelques aspects du capitalisme, mais on n'est pas dans une démarche de guerre économique. Et au fur et à mesure va s'inscrire ce combat économique qui devient essentiel, évidemment, puisque l'Afrique se surendettant, l'Asie commençant plus ou moins à sortir des guerres jusqu'en 75, qui est quand même la guerre, même 80, les guerres américaines imposées dans l'Asie. Il commence à y avoir une aisance financière qui s'installe dans l'Asie, il y a un déphasage. Donc aujourd'hui, les questions qui se posent, depuis surtout l'année dernière, enfin il y a 2 ans, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a un retour de l'idée de ces non-alignements avec l'idée d'un monde multipolaire, c'est beaucoup évoqué d'ailleurs par les Russes, et avec l'idée que finalement, s'il y a une bipolarité qui se réinstalle, il pourrait y avoir effectivement ce monde multipolaire avec ce grand mouvement qui reprend de la force, qui avait repris un peu de force avec Ahmadinejad, évidemment de Chavez, mais qui aujourd'hui revient en avant avec 2 luttes cette fois-ci affichées. D'abord, la lutte contre le racisme traditionnel, le colonialisme, l'impérialisme, mais aussi l'idée selon laquelle les pays du Sud ne doivent pas être lésés économiquement. Donc une lutte économique pour éviter le néocolonialisme économique. Donc ces aspects-là, aujourd'hui, sont devenus centraux. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs que les BRICS, qui sont constitués sur des questions économiques, le G20, qui s'inscrit dans la question économique, ne croisent pas nécessairement le politique, mais aujourd'hui, le retour de cette force, on peut parler d'un mouvement très puissant des non-alignés, de ces mouvements non-alignés, s'inscrit dans la démarche de dire on doit
s'émanciper, non seulement politiquement évidemment, mais économiquement. C'est ce qu'on doit retenir effectivement. Donc le changement de paradigme, c'est l'idée que ces pays du Sud ont pris conscience que leur dépendance est économique avant toute chose et que pour être indépendant politiquement, il faut de la puissance économique. Très bien. Bédis Renissa, justement, comme vient de le dire Gamel Abina, il y a une repolarisation du monde, il y a des questions qui sont de plus en plus virulentes dans le monde, la question du nucléaire, la question d'une guerre qui risque de happer le monde, d'une guerre globalisée qui risque d'happer le monde, mais aussi le retour des grands idéaux politiques. Est-ce que finalement aujourd'hui, le mouvement des non-alignés, c'est aussi la troisième voie dont on parle, sans pour autant le dire clairement que c'est les non-alignés? C'est la voie alternative, effectivement. C'est que, au-delà de l'émergence du nouvel ordre mondial qui a été beaucoup plus appuyé, soutenu post-guerre en Ukraine, effectivement, mais pas que d'ailleurs, même précédemment. Donc, ce mouvement a pris de la force, a épuisé sa force, comme j'expliquais tout à l'heure, par la déception de certains États qui ont voulu finalement s'inscrire dans un groupement, une alliance, que vous l'avez rappelé tout à l'heure, de plus de 120 États, qui est quand même un poids non seulement politique, mais économique, puisqu'on parle de plus de 20% du PIB mondial. Sur papier, effectivement, puisque certaines divergences, et ça a été évoqué précédemment, divergences qui, au lendemain d'ailleurs peut-être de la création, du lancement de ce mouvement, à savoir l'intervention russe ou la présence russe en Afghanistan, plus récemment avec l'Ukraine, et justement cette indépendance de réflexion politique et géopolitique du mouvement vis-à-vis de la condamnation effectivement de la Russie par rapport à l'Ukraine. Donc c'est, si vous voulez, des points de bémol ou l'ombre un peu sur le tableau qui aujourd'hui poussent effectivement peut-être ce mouvement à se refonder certaines approches, notamment sur l'aspect géopolitique et géosécuritaire, que, comme vous le savez, connaît une mutation ou ne serait-ce qu'un cataclysme géopolitique et géosécuritaire et de premier ordre aussi économique. Donc le BRICS, l'émergence de le BRICS, effectivement, soit aujourd'hui nous avons vu l'élargissement de son champ d'action avec cet rajout récemment de plusieurs États, notamment l'Arabie Saoudite, l'Iran d'ailleurs, qui pouvaient être réunis dans le même groupe, qui l'aurait cru. Mais c'est pour vous dire qu'effectivement, les lignes ont bougé, les paradigmes ont bougé, mais surtout l'illustration, le concept lui-même et la perception des alliances a changé, puisqu'aujourd'hui, nous nous inscrivons davantage dans des alliances à intérêt commun, puisque, encore une fois, certaines grandes puissances ont déçu, notamment la grande puissance des États-Unis, marquée par effectivement non seulement la guerre en Ukraine, mais plus récemment aussi avec, nous pourrons en parler beaucoup plus dans le détail, avec la guerre à Gaza et l'impunité totale. Et justement, la guerre à Gaza a été l'invité de ce sommet. Aujourd'hui même, en ce moment même à Kampala se tient la réunion du comité. Il y a eu la condamnation ferme de ce génocide. Il y a eu aussi le soutien à la plainte de l'Afrique du Sud, mais aussi et surtout la condamnation de toute forme de colonialisme, même sur la question du Sahara occidental. Est-ce que finalement, en plus de tous les changements qui sont en train de s'opérer, mais les fonds baptismaux du mouvement restent les mêmes, Bédis? Écoutez, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a l'esprit de Bandung, donc effectivement, qui doit s'inscrire dans le leitmotiv, l'essence même de l'existence ou de l'émergence de ce mouvement, à savoir être la courroie de distribution des peuples persécutés, opprimés, voire même colonisés, puisqu'il est question de colonisation dans la question palestinienne, mais pas que, même la question du Sahara occidental, la dernière colonie d'ailleurs en Afrique. Donc cela va de soi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mouvement doit aussi être, et c'est l'un des défis peut-être qu'on pourra en parler, ou les enjeux, à savoir être en adéquation, une corrélation avec la feuille de route, l'esprit Bandung, à savoir défendre les plus démunis, les plus faibles, puisqu'aujourd'hui, nous avons l'ordre, en tout cas mondial, occidental, connaît des balbutiements et connaît parfois même des fragilisations, puisque nous l'avons vu aujourd'hui, cet appel d'air de certains États vers d'autres alliances comme le BRICS, et comme j'expliquais tout à l'heure, des alliances contre nature, entre parenthèses. Mais encore une fois, la question palestinienne s'invite par elle-même, d'elle-même, je dirais, par la force des choses, puisqu'aujourd'hui, c'est le baptême de l'air, un énième baptême de l'air, effectivement, de ce mouvement, à savoir où il pèse de tout son poids dans cette équation. Et effectivement, il sort le monde de cet aveuglement avec une proposition, une position plutôt ferme et intransigeante vis-à-vis de l'impunité de l'entité sioniste, mais surtout aussi de ses soutiens indéfectibles et aveugles, et cette duplicité justement du monde occidental,
ou alors il s'inscrit dans une espèce de brassage de vent, excusez-moi l'expression, mais mais je ne m'inquiète pas, puisque nous l'avons vu d'ailleurs, et on pourra en parler, le discours non seulement du ministre des Affaires étrangères lors de la réunion de préparation justement, mais également aussi de l'envoyé spécial de l'Algérie au Conseil de sécurité. Je pense que l'Algérie, au même titre que d'autres États comme l'Afrique du Sud, joueront leur rôle, en tout cas, qui est en adéquation, mais surtout qui tire, je dirais, son idéologie de l'essence même de l'ADN diplomatique, et notamment le redéploiement diplomatique du mouvement doit s'opérer aujourd'hui plus que jamais, pour effectivement, il en va de la survie du monde, puisque l'ordre mondial a été, je dirais, cassé, segmenté. Bon au mouvement de pouvoir justement profiter de cette conjoncture, effectivement, pour essayer de créer une alternative. Très bien, Prince Koya. On a vu dans ce sommet, dans les préparatoires de ce sommet, les condamnations ont été fermes vis-à-vis du génocide que subit actuellement la population de Gaza par l'entité sioniste. Mais en même temps, on voit que certains pays ont normalisé, certains pays membres des non-alignés ont normalisé leurs relations avec l'entité sioniste, et cela n'a pas empêché une condamnation ferme des actes génocidaires de l'entité sioniste, contrairement à d'autres organisations où on a vu une certaine, notamment l'organisation des pays de la Ligue arabe, qui ont voulu mettre sur le même piédestal la victime et l'agresseur. Mais est-ce que finalement, pourquoi est-ce qu'au sein du mouvement, cette contradiction, le fait qu'il y ait des pays qui ont normalisé, n'a pas empêché une condamnation ferme de cet acte génocidaire de l'entité sioniste à l'encontre des Palestiniens de Gaza et de la Palestine occupée? Je crois que nous avons perdu Prince, mais je dirige ma question pour Gamel. Simplement parce que, d'abord, il y a une majorité écrasante qui est en faveur des Palestiniens, ce qui est logique, puisque c'est dans l'ADN, tout de même, il faut le rappeler, de la lutte contre le racisme. Il y a du racisme en Palestine, on le sait. De la lutte contre le colonialisme, c'est une colonisation. Et de la lutte contre l'apartheid. C'est à l'apartheid, même si les sionistes ne veulent pas en entendre parler, ils ont une politique, et c'est évident, d'apartheid, puisqu'il y a le peuple éclairé, comme il se croit être lumineux, se croit merveilleusement illuminé, et puis les peuples des ténèbres, comme ils appellent, ou les animaux. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée générale du lexique utilisé par les sionistes. Simplement une négation de l'humanité de leur part, une barbarie avérée, on le voit bien avec ces crimes de masse, une négation d'un État, l'État de Palestine qui a été désagrégé littéralement après la création de l'État sioniste, et surtout l'idée selon laquelle on ne peut pas, et c'est impossible même pour les plus réfractaires, même pour ceux qui ont osé composer en faisant les accords de paix séparés, que j'appelle des accords donc de reconnaissance de fait d'Israël, mais surtout des accords de honteux, puisque c'est une capitulation sans contrepartie, eh bien on ne peut pas, parce que les peuples parlent. Je veux dire, prenez le Maroc par exemple, ou l'Arabie, ou des pays qui ont signé ces accords de paix, les peuples sont vent debout, ils ne veulent pas en entendre parler. Pourquoi? Parce qu'il y a une injustice qui est faite, parce que depuis 76 ans, les Palestiniens subissent une véritable humiliation quotidienne et des crimes permanents qui ne se sont jamais arrêtés, hein, ça n'a pas commencé le 7 octobre, et surtout parce que, allez dire à un dirigeant maintenant non aligné, allez dire, il faut tout de même revoir un peu la copie, bon, on renvoie la balle dos à dos, victime-bourreau, ça ne fonctionne pas. Le monde entier a ouvert les yeux aujourd'hui, il voit bien qu'il y a une impunité, qu'il y a des crimes de masse qui sont perpétrés, qu'il y a une négation même du droit international qui est permanente, et surtout que certains pays ont eu droit, par exemple comme l'Irak, à une destruction totale parce qu'il fallait appliquer un droit qui n'a pas été appliqué en Palestine. La Libye récemment encore, où on a voulu appliquer un droit international fantaisiste sur la base d'accusations complètement mensongères. Aujourd'hui, on voit ce qu'il en est. Alors que Israël peut faire tous les jours la fête, peut massacrer, tuer, bombarder des hôpitaux, des écoles, de l'UNRWA, peut bombarder même des églises. Il faut rappeler tout de même qu'il y a des chrétiens en Palestine. Et tout ça pour dire que les non-alignés ne peuvent pas se positionner autrement que contre cet État impérialiste et colonial. Il faut se rappeler aussi, c'est important, qu'au moment des décolonisations après la Seconde Guerre mondiale, où le racisme d'État a été en Allemagne tellement puissant qu'il a poussé le racisme entre blancs, ils se sont dit on va arrêter là, il faut en finir avec l'impérialisme et le colonialisme. Et au moment des décolonisations, eh bien, on va créer, contre toute logique, un État colonial au Moyen-Orient, en pleine terre arabe. Et je dis bien arabe. C'est pas une question de religion. Il y a des juifs arabes, des chrétiens arabes et des musulmans arabes, mais c'est une terre arabe. Et on va y apporter quoi? Des populations européennes qu'on a martyrisées pour créer un État fantoche de toutes pièces, qui est d'ailleurs un mythe fabriqué par l'Occident. Et bien tout cela, effectivement, les États du Sud le voient, le comprennent.
Ils ont le sens de l'histoire, ils savent parfaitement ce qui se passe. Ils comprennent que de toute façon, cet État impérialiste ne veut pas composer avec les Palestiniens parce qu'ils se sentent tout puissants, parce qu'ils ont derrière eux les États-Unis, la France et l'Angleterre. Et ces questions-là sont posées avec acuité. Il est logique aujourd'hui, dans la lignée de leur combat qu'ils ont toujours mené de façon radicale sur la question du racisme en Afrique du Sud, il est logique d'ailleurs que l'Afrique du Sud soit dans le bateau, qu'on lutte contre l'antité-sionisme parce que l'antité-sioniste se positionne comme un État racial, un État qui a un rapport à l'autre de mépris, de suprématie, est vraiment un État qui considère que tant qu'il a la puissance, il pourra tuer de façon en toute impunité parce que derrière lui, les États-Unis sont toujours le principal argentier, le principal armateur, celui qui donne les armes, enfin armateur de bateaux, je veux dire, mais celui qui donne les armes, donc la principale puissance industrielle et militaire pour pouvoir garantir la domination de cet État dans la région. Simplement cela. Très bien. Comme vous venez de l'expliquer, les trois invités qu'on a eus ou les trois panélistes qu'on a eus aujourd'hui, on a longtemps considéré cette organisation mort cérébrale, mais aujourd'hui, l'actualité politique fait qu'elle revienne. Bédis, finalement, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Quels sont les enjeux qui entourent ce 19e sommet ou l'organisation à partir du moment où l'échiquier géopolitique mondial a été bouleversé, notamment depuis la guerre en Ukraine ? Il me semble qu'il est pertinent aujourd'hui, d'ailleurs au vu de la conjoncture mondiale, géopolitique, économique, sécuritaire, énergétique, enfin tous les maux du monde que connaît en tout cas la planète aujourd'hui, deviennent un curseur effectivement de changement ou peut-être même voire de refondation, puisqu'il est question au-delà de rassembler, d'unifier, de serrer les rangs effectivement des États membres, mais surtout aussi des futurs peut-être États membres, puisque ce mouvement est amené effectivement aujourd'hui comme ordre alternatif à brasser plus, mais surtout à rassembler davantage pour qu'ils puissent être effectivement non plus sur papier ou coquille vide, mais plutôt vraiment un levier d'action à l'international, mais surtout aussi de peser de tout son poids dans l'échiquier international, à savoir politiquement parlant, puisque il est aussi question, au-delà de promouvoir l'entraide, la solidarité et surtout le droit au développement des pays émergents, des pays en voie de développement, du tiers-monde dans sa globalité, le Sud global, il est aussi question de représentation ou de représentativité. Un gros chantier sur lequel aussi ce mouvement doit s'y atteler à bras-le-corps, à savoir une Afrique un peu plus, qui est la plus importante en matière de population mondiale, en matière de potentialité économique et autres, mais vraisemblablement et paradoxalement, c'est le continent le plus pauvre du monde. Donc effectivement, il y a matière à réflexion, mais surtout d'action aujourd'hui. Et je pense que des locomotives, notamment diplomatiques, comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud, pourraient faciliter davantage, combiner ou conjuguer, j'ai envie de vous dire malheureusement avec une certaine conjoncture, et notamment la plus récente, à savoir la guerre à Gaza et cette triptyque mortifère que j'ai qualifiée, à savoir la déportation et le nettoyage ethnique, conjugué à un génocide à ciel ouvert. Et le troisième point de cette triptyque, effectivement, c'est bien évidemment la famine et la précarité médicale, donc la mort à petit feu. Donc ce prolongement dans le temps de cette triptyque mortifère a fait qu'aujourd'hui, tomber les masques de l'Occident et de son empathie à géométrie variable, mais pas que, c'est-à-dire aussi sa politique à deux poids deux mesures quant à l'empathie, puisqu'il était question hier d'ailleurs, j'aimerais vraiment le souligner, un accord entre le Hamas et notamment Israël pour des médicaments au profit des des otages malades de maladies chroniques. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement il y a vraiment une dépréciation notamment de la population gazaoui qui elle souffre par centaines de milliers d'absence de médicaments contre une centaine d'otages qui vraisemblablement ont une valeur beaucoup plus importante de leur vie. Très bien, Bédis, Renissa, malheureusement, on arrive au temps imparti à cette émission. Cela dit, je vous accorde 30 secondes chacun pour un dernier mot. Je commence avec vous, Prince Koya, vous avez 30 secondes pour un dernier mot. Il est important que le mouvement des non-alignés concrétise son action et sorte simplement des discours pour qu'il soit vraiment une alternative réelle au monde occidental aujourd'hui qui est en déclin. Merci. Merci pour ce vœu, Prince Koya, et merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Je passe vers vous, Bédis Renissa, vous avez également 30 secondes pour un dernier mot. Non, mais écoutez, c'est bon à ce mouvement de pouvoir effectivement se renouveler, se réinventer effectivement, conjointement, collectivement, encore une fois, usant peut-être de ces disparités et cette injustice mondiale pour pouvoir émettre un vrai projet politique qui rassemble tous les États, mais surtout aussi qui devient
un espace alternatif pour pouvoir s'exprimer et aussi être au même piédestal que l'Occident qui connaît ces dernières heures vraisemblablement. Très bien, merci Badis Renessa. Vous aussi, vous avez été positif. Gamel Abina, vous n'avez pas le choix. Votre dernier mot aussi doit être positif et c'est une habitude aussi dans Cap sur l'Afrique. Tout à fait. Moi, je dirais simplement, c'est que si les Indiens d'Amérique avaient des arcs, à la place des arcs et des flèches et fusils, ils existeraient encore. Si c'est le monde musulman qui avait été en Amérique, il serait encore vivant aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu d'Holocauste. On peut parler d'Holocauste. Et je dirais que les non-alignés doivent penser dans le même terme. Il faut être capable économiquement d'être solide, indépendant, pour pouvoir faire face à l'ordre capitaliste. Et je pense qu'aujourd'hui, la vocation des non-alignés, qui s'inscrit clairement dans un monde multipolaire avec des échanges du Sud entre eux, permettra cette émancipation et cette libération des peuples en l'occurrence. Très bien, merci Gamel Abina. Merci messieurs de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'être fidèles à Cap sur l'Afrique et évidemment, on ne souhaite que la prospérité et la paix pour les peuples du monde entier. Madame, monsieur, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. D'ici là, prenez soin de vous.